DW. Émission spéciale. 23 février 2025, il est 17h en temps universel, 18h en Allemagne où les bureaux de vote viennent de fermer après une journée d'élections législatives anticipées. Et ce soir, nous vous proposons une émission spéciale sur ces élections législatives anticipées auxquelles étaient appelés plus de 59 millions d'électeurs. Nous serons en direct de Berlin avec Julien Méchaussy depuis le quartier général du Parti conservateur CDU. À suivre également un reportage dans un bureau de vote à Bonn et une analyse à chaud des premières tendances avec Stefan Seidendorf de l'Institut franco-allemand. On ira aussi voir ensuite du côté des Allemands d'origine africaine comment ils ont vécu cette campagne qui s'est déroulée dans un climat tendu et marqué parfois par des thèmes comme l'immigration. Et enfin, nous nous intéresserons aux relations Allemagne-Afrique et ce qui attend le futur gouvernement dans ce domaine. Vous écoutez la DW, c'est Anne Le Touzé et Carole Assignon pour vous présenter cette émission spéciale. Et on commence tout de suite avec un tour d'horizon des nouvelles dans le monde. C'est avec Constance Fischer. Bonsoir Constance. Alors Constance, en attendant que les premières estimations tombent... Exactement, on commence évidemment par les premières estimations qui sont encore en cours puisque les bureaux de vote, vous venez de le dire, viennent tout juste de fermer. Alors les sondages de sortie des urnes tombent en ce moment même, mais il semblerait que les conservateurs de la CDU, CSU, avec leur chef de file Friedrich Merz, soient largement en tête. En seconde position arriverait, comme prévu, l'AfD, c'est-à-dire l'alternative pour l'Allemagne, avec probablement un score record pour ce parti d'extrême droite anti-migrants et pro-russe. Le SPD, le parti au pouvoir du chancelier Olaf Scholz, lui dégringole et arrive probablement à la 3e place devant les Verts. Tandis que le parti Die Linke, donc le parti de gauche, lui a remonté de manière assez spectaculaire sans que l'on ait encore de signes de pronostic, à moins que Anne, vous ayez des chiffres. Alors nous avons des chiffres, 29%, alors ce sont des projections, 29% pour la CDU-CSU, 19,5% pour l'AfD, 16% pour le SPD, suivi des Verts, donc 13,5%. Die Linke, vous le disiez à l'instant, ferait 8,5%. Et il y a une grosse inconnue encore pour le FDP, Parti libéral, et le BSW qui fait scission avec Die Linke, qui sont en dessous des 5% pour l'instant selon les projections. Mais il faut rappeler qu'il faut effectivement 5% des suffrages pour pouvoir rentrer au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Alors oui, ce qui est de la participation, là aussi, on a des premières tendances. Il semblerait en tout cas que les électeurs se soient très fortement mobilisés pour cette élection anticipée. À 14h, le taux de participation nationale s'élevait déjà à 52% et il était en forte progression par rapport aux deux précédents scrutins de 2017 et de 2021. On rappelle que 59 millions d'électeurs et d'électrices étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Plus d'infos dans un instant dans la suite de notre émission spéciale consacrée donc aux législatives anticipées en Allemagne. Merci Constance. Alors plus de détails dans un instant. Donc dans le reste de l'actualité, Londres lance un appel à l'endroit de la République démocratique du Congo. Oui, sur son compte X, le chef de la diplomatie britannique David Lammy a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, condamnant une nouvelle fois l'avancée des rebelles du M23 dans l'est du pays. La semaine dernière, déjà, le Royaume-Uni avait appelé le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes de RDC. Et puis sur place, dans l'est de la RDC, on a appris la mort d'un employé de Médecins sans frontières décédé hier, a annoncé l'ONG. Jawi Muhindo Kavali avait été grièvement blessé par balle jeudi durant des combats entre le M23 et des miliciens pro-gouvernementaux à Massissi, dans la province du Nord Kivu. Au Mali, Choguel Maïga rompt avec la junte au pouvoir. L'ancien Premier ministre civil a affirmé samedi que la rupture était désormais consommée entre sa coalition politique et les militaires. Choguel Maïga avait été limogé en novembre dernier après des critiques contre la junte dirigée par le général Assimi Goïta. L'ex-premier ministre civil a par ailleurs appelé les militaires à créer les conditions sécuritaires pour la tenue de scrutins crédibles et apaisés en y associant les forces politiques et sociales.
Le Niger va se lancer dans l'exploitation de cuivre. C'est ce qu'ont annoncé les autorités en précisant qu'un permis d'extraction industrielle du cuivre avait été accordé à une société nationale dans la région d'Agadez, c'est dans le nord du pays. Le Niger qui cherche ainsi à diversifier sa production minière axée en particulier sur l'uranium. Dans le reste de l'actualité internationale, à présent, Israël pose de nouvelles exigences concernant la Syrie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exige la démilitarisation totale du sud de la Syrie et annonce qu'il n'acceptera pas que les forces du nouveau pouvoir syrien se déploient au sud de Damas. Benjamin Netanyahou qui a par ailleurs déclaré que l'armée israélienne était prête à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza. Actuellement, la première phase de l'accord d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier est en cours. Et enfin, Constance, l'état de santé du pape François se dégrade. Oui, le diagnostic des médecins est réservé. L'état de santé du souverain pontife est critique. Hospitalisé depuis mi-février pour une pneumonie des 2 poumons, le souverain pontife de 88 ans a passé une nuit tranquille, a assuré le Vatican aujourd'hui. Les prières pour sa convalescence se multiplient dans le monde entier. Merci Constance, il est 18h06, 17h06 en temps universel. La suite de notre émission spéciale élections allemandes. DW. Journée d'élection donc en Allemagne, il s'agissait d'élire les 630 députés du Bundestag. Chaque électeur disposait de 2 voix, la première pour un candidat d'une des 299 circonscriptions, la deuxième pour un parti. Et oui, ces députés seront ensuite chargés d'élire le prochain chancelier, celui qui réussira à former une coalition. Et parmi les principaux candidats à la chancellerie, il y a le chancelier sortant Olaf Scholz pour le SPD, le ministre sortant de l'économie Robert Habeck pour les Verts. Ces deux-là pourraient imaginer renouveler leur coopération, mais au vu des premiers résultats, ça risque d'être difficile. À droite, Friedrich Merz représente les unions conservatrices CDU-CSU. Il a catégoriquement rejeté la possibilité de faire alliance avec le parti d'extrême droite AfD et sa candidate Alice Weidel, mais il s'est appuyé sur les voix de l'AfD fin janvier pour faire voter une motion non contraignante sur l'immigration au Bundestag. Alors Friedrich Merz et son parti CDU qui semble avoir alors confirmé les sondages, pas tout à fait puisqu'ils étaient crédités de 30%. Alors on retrouve tout de suite Julien Méchaussy au QG de la CDU à Berlin. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors comment est l'ambiance au QG de la CDU? C'est plutôt la fête ou la déception? C'est une bonne ambiance, mais on va dire une joie mesurée à l'annonce des résultats. Comme vous l'avez dit, l'objectif affiché, c'est de dépasser la barre des 30%. Je suis ici depuis environ 16 heures et évidemment, les premiers bruits commençaient à circuler sur le score de la CDU-CSU et il n'y a pas eu vraiment de surprise, de bonnes ou de mauvaises surprises. C'était ce à quoi on s'attendait, donc plutôt une joie mesurée et attendue ici. Ok, alors donc le pari c'était de faire 30%, disons les sondages créditaient le parti de Friedrich Merz de 30%. Merz qui a largement axé sa campagne sur l'immigration, sur la sécurité. Est-ce que cette stratégie a porté ses fruits? Au vu des résultats provisoires, j'ai plutôt envie de vous dire non, pas forcément, puisque ça n'a pas fait gagner des points à la CDU-CSU, qui donc fait le score qu'on attendait. Et on verra d'ailleurs, ce sera très intéressant de voir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisqu'on sait que beaucoup de militants et de militantes, mais aussi une certaine frange des députés CDU-CSU n'étaient pas forcément d'accord avec ce coup de barre à droite de la part de Friedrich Merz, ce qui explique d'ailleurs que sur la fin de la campagne, sur ces derniers jours, Friedrich Merz a beaucoup adouci ses propos sur notamment la politique migratoire avec des mots beaucoup moins forts que ce qu'il avait pu avoir au moment du fameux vote au Bundestag de sa motion votée avec les voix de l'AfD. Alors est-ce que tout de même cette large avance de la CDU-CSU assure à Friedrich Merz de devenir le prochain chancelier de la République fédérale? Oui, je pense qu'on peut le dire ce soir. Et vous savez, c'est toujours très très compliqué les calculs mathématiques, les projections en nombre de sièges. Mais en tout cas, à cette heure-ci, une coalition CDU-CSU-SPD, donc avec les sociaux-démocrates, devrait suffire pour former une grande coalition et avoir la majorité au Bundestag. Mais tout cela est
très mouvant. Ça dépend du nombre de partis qui vont rentrer au Bundestag. Voilà, ça dépend notamment du score du FDP et s'il réussit à faire son entrée ou non au Bundestag. Merci beaucoup Julien Méchaussy et bonne soirée électorale au siège de la CDU. Et on continue de suivre ce processus électoral en Allemagne. On va se rendre maintenant dans un bureau de vote à Bonn où citoyens et assesseurs s'activaient pour une journée électorale pas comme les autres, entre montée des extrêmes et quête de stabilité. Certains électeurs et agents de vote nous livrent leurs motivations et leurs inquiétudes. Transparence, confiance et engagement. Comment se déroule réellement le vote en Allemagne ? Eh bien, immersion dans un bureau de vote, justement avec ce reportage de Kosivitiassou. Nous sommes dans la cour de l'école catholique de Buchdorf à Bonn, transformée en centre de vote, comme c'est toujours le cas lors des élections. Certains ont déjà voté, d'autres attendent encore leur tour. Wolfgang, accompagné de 2 de ses petits-enfants, a choisi de venir voter très tôt. Pour lui, voter, c'est défendre la démocratie. C'est donc absolument important pour nous et c'est pourquoi nous sommes déjà là afin d'aller voter et de préserver les conditions démocratiques dans le pays. Non loin de là, Heinz Peter, chef d'entreprise, vient de glisser son bulletin dans l'urne aux côtés de sa femme Beate. Tous deux estiment que ces élections sont cruciales. C'est important de voter. Cette fois, c'est un peu particulier car ce sont des élections anticipées. On réfléchit davantage à son choix pour éviter de reproduire une coalition instable qui s'effondrerait comme la dernière fois. Pour moi, c'est essentiel. Je ne veux pas voir certains partis accéder au pouvoir car cela rendrait l'Allemagne invivable. Le couple a voté dans le bureau 051 où Thomas Richter, président du bureau de vote, veille au bon déroulement des opérations. Tout au début, à 8h moins le quart, on contrôle l'urne s'il est vide, tout le monde regarde dedans, on la ferme, on la scelle et on la rouvre à 18h. Et la clé reste sur moi. À l'entrée du bureau, Ute est assise aux côtés de 2 autres assesseurs. Elle explique le processus. La plupart des électeurs arrivent avec leur notification de vote qu'ils nous montrent avant de nous la remettre. Nous vérifions leur inscription sur la liste électorale, puis nous leur remettons le bulletin de vote. L'électeur se rend ensuite dans l'isoloir, coche son bulletin et le dépose dans l'urne sous la surveillance de Lara. Je tiens une feuille au-dessus de l'urne. Quand un électeur arrive, je la soulève pour lui permettre d'y déposer son bulletin. Cela évite qu'un autre élément ne soit introduit et garantit que seuls les votes dûment enregistrés soient comptabilisés. L'urne, bien que non transparente, est au cœur d'un processus basé sur la confiance et la rigueur du système électoral allemand, explique le président du bureau, Thomas Richter. Les citoyens ont confiance dans le système et la ville aussi en nous et nous entre nous. La transparence ne veut pas dire que l'urne soit transparente, veut dire que les procédures sont transparentes et à tout moment, tout le monde peut observer. Ici, la porte est ouverte dès le début jusqu'à la fin du comptage. À tout moment, elle ne sera jamais fermée. Expérimenté, Thomas Richter a déjà présidé des bureaux de vote lors des précédentes élections. Tout au long de la journée, il reste en contact avec la mairie pour signaler d'éventuels incidents, bien que ceux-ci soient rares. En étant observateur international d'élections ailleurs, j'ai vu que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, tandis qu'en Allemagne, on compte plutôt sur la plausibilité des choses. À Buchdorf, l'affluence est forte cette mi-journée. Un électeur interrogé à la sortie résume bien l'état d'esprit ambiant. Je cite, « Les Allemands se mobilisent parce qu'ils réalisent que ce n'est pas une élection comme les autres. » Kosivitiassou à Buchdorf pour la Deutsche Welle. Voilà, une journée de vote qui s'est donc déroulée dans le calme avec une forte participation entre 83 et 84%. Aux dernières élections, c'était 76,4%, donc en augmentation cette fois-ci. Mais une grande incertitude sur la suite des événements. Les élections ont été organisées dans l'urgence. Effectivement. À l'origine, le scrutin aurait dû être organisé pour l'automne, 4 ans après les précédentes élections de septembre 2021. Mais l'éclatement de la coalition gouvernementale en novembre dernier a donc entraîné la dissolution du Bundestag et ouvert la voie à ces élections anticipées d'aujourd'hui donc. Et la campagne s'est déroulée dans une ambiance particulièrement tendue, centrée, on le disait, sur le thème de l'immigration et de la peur du déclassement social. Alors nous sommes maintenant en ligne avec Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand basé à Ludwigsburg dans le sud-ouest de l'Allemagne. Bonsoir Monsieur Seidendorf. Bonsoir. Alors, Monsieur Seidendorf, on a vu, on a vu les premières tendances qui semblent à peu près confirmer ce qu'il y avait dans les sondages à quelques points près, on va dire, mais bon, c'est encore très volatile. Comment interpréter ces premières tendances ?
Oui, les sondages sont plus ou moins confirmés. Sur le haut du tableau, on retrouve le CDU qui a clairement gagné cette élection, 29-30%. On va voir s'il passe le cap de 30. Il y a une 3 devant, comme on dit. En dessous de 30%, c'est quand même vu comme un échec relatif. Le SPD, un débâcle historique à 16%, le plus vieux parti démocrate européen qui existe encore. Jamais vécu quelque chose de pareil. Et l'extrême droite à presque 20%. Ce qui est plus ouvert et où on va devoir attendre très longtemps, patienter une longue nuit, c'est en bas du tableau. On a cette particularité du code électoral allemand qui vous devez obtenir 5% au niveau national dans le vote proportionnel, 5% pour pouvoir rentrer au Parlement. Et il y a actuellement 2 ou 3 partis dont on n'est pas assuré qu'ils puissent rentrer. Les libéraux qui étaient donc au gouvernement jusqu'à récemment et le nouveau parti d'extrême gauche de BSW, tous les deux pour le moment juste en dessous de la barre de 5%. Et pourquoi c'est important? Si le FDP réussit à rentrer, eh bien, la majorité pour une coalition entre CDU et SPD n'existerait plus. Il faudrait un troisième parti pour former une coalition, un gouvernement. Et donc, les yeux rivés vers le bas du score, en ce moment, vers le FDP et le BSW. Et ce sera une nuit très longue pour ceux qui s'intéressent à la politique. Une nuit très longue. Donc, Stéphane Seidendorf, comment les premières tendances, on le disait, confirment plutôt les sondages. En quoi le contexte social et économique des derniers mois ici en Allemagne a contribué à cela? Le CDU de Friedrich Merz, il s'était préparé plus ou moins, c'était une surprise qu'on allait voter si tôt dans l'année et que le gouvernement était tombé, mais bon, il était plus ou moins prêt pour faire une campagne sur le sujet de l'économie, puisque tous les sondages, ils montraient que les gens, quand on leur demandait, ils plaçaient en haut la question du pouvoir d'achat de l'inflation, combien d'argent vous reste à la fin du mois, est-ce qu'il reste plus de mois ou plus d'argent, et ensuite, deuxième sujet, la situation économique du pays, donc plus générale, avec cette sensation, cette impression confirmée par les statistiques que l'Allemagne entame la 3e année de récession. Et seulement en 3e place, les gens ils évoquaient la question de la migration. Alors à la suite d'un nombre de faits divers, de crimes crapuleux impliquant des immigrés, cela a changé. Les politiques, et Friedrich Merz le premier, ont mis ce sujet de l'immigration en tête de la campagne, un peu improvisée. Et du coup, les gens, si on leur demande à la fin de la campagne quel est le sujet le plus important, ils mettent la migration en tête. Et que disent finalement ces premières tendances de l'Allemagne et de la société allemande même? En quelque sorte, on voit une bipolarisation, c'est coupé en deux. Ce qui a toujours fait la force du système allemand, qu'on pouvait se retrouver au centre avec les deux grands partis dans le passé, aujourd'hui ils sont plus petits, le CDU et le SPD, que ces deux partis-là, ils puissent, le cas échéant, gouverner ensemble, mais aujourd'hui ils sont très loin. Le bloc de gauche, il a très mal vécu cette tentative de Merz de capitaliser sur la question de migration. Vous savez, il avait voté pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne fédérale une motion avec l'extrême droite juste avant ces élections. La motion, elle n'a pas de caractère juridique contraignant, donc c'est quelque chose, on peut dire, anodin, mais évidemment, le fait est là, il a voté pour la première fois avec l'extrême droite, et donc il y a des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour contester cela. Aujourd'hui, on voit une très forte mobilisation. La participation, elle est au-delà de 80%, donc beaucoup de gens qui sont déplacés. Et le bloc de gauche, il tient à peu près bien, notamment avec ce qu'on n'avait pas vu venir, un comeback de la gauche des Linke, que beaucoup avaient déjà mis aux oublis et qui reviennent aujourd'hui avec 8,5-9%, avec une formidable candidate qui fait campagne sur les réseaux sociaux et qui est devenue un star des talk shows, des émissions télé. Donc, à la surprise un peu, cette extrême gauche, elle est de retour et il y a un bloc de gauche bien
constitué, mais qui est loin d'avoir une majorité, évidemment. Le gagnant ce soir, c'est le CDU. Alors, quels sont les thèmes de campagne que défendait Die Linke? Parce que vous avez dit que l'immigration avait été placée en tête des priorités, mais il y a l'économie aussi qui préoccupe beaucoup les Allemands. Est-ce que Die Linke a mis l'accent là-dessus? Oui, voilà. Parce qu'on ne les a pas vus venir. Aussi les médias, faut qu'on accepte une partie de la responsabilité, les analystes. On n'a pas beaucoup parlé des sujets qui leur sont chers, notamment contre le prix de l'immobilier trop cher, les locations trop chères, l'idée que l'État il puisse imposer un loyer maximum, évidemment les minima sociaux qu'il faudrait augmenter, le SMIC qu'il faudrait augmenter, mais tous ces sujets-là, ils n'ont pas été beaucoup discutés dans la campagne en dehors de ce précaré de l'extrême gauche. Alors, il a été aussi beaucoup question durant cette campagne d'immigration, vous l'avez dit en même temps, l'Allemagne est un pays qui a besoin de travailleurs qualifiés étrangers. Comment comprendre ce contraste entre culture de l'accueil qui s'est dégradée en Allemagne et ce besoin que le pays a de travailleurs qualifiés? Là, vous avez toute cette paradoxie, pour ne pas dire absurdité, de cette campagne, que l'Allemagne, elle se regarde qu'elle-même, le nombril, qu'on parle que de l'Allemagne, d'une petite Allemagne, alors qu'aujourd'hui, le rôle de l'Allemagne en Europe devrait être au premier plan de développer, de montrer un chemin avec d'autres pays, évidemment, de leadership politique, et à la place, on s'occupe que de nous, et plus largement que l'immigration, à chaque fois qu'un sujet européen était évoqué dans la campagne, c'était uniquement pour se mettre à l'abri de l'Europe en quelque sorte. Sur l'immigration, on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire en respectant les règles européennes, mais en quand même les cantonnant, on ne peut pas accueillir des immigrés. Sur les réglementations sur le changement climatique, comment on peut faire pour avoir moins de bureaucratie, on appelait ça dans la campagne, alors que c'est des règles européennes qui s'appliquent à tout le monde. Donc à chaque fois, c'était pour se protéger de l'Europe et croire que l'Allemagne pouvait exister comme ça. Et dans cette constellation, dans cette ambiance, on a complètement oublié qu'au fait, l'Allemagne, elle a besoin de main-d'œuvre immigrée qualifiée. L'Allemagne, aujourd'hui, n'a toujours pas de législation sur l'immigration. Elle a une législation sur l'asile et les réfugiés. Elle a une législation sur quelques cas très spécifiques des travailleurs qualifiés qui peuvent venir sous certaines conditions, mais un grand pays comme l'Allemagne qui est devenu un cible de choix où il y a beaucoup de gens qui veulent venir, il faudrait avoir une législation sur l'immigration, mais on refuse en quelque sorte politiquement de reconnaître cette situation. Et Friedrich Merz, qui donc a des chances de devenir le prochain chancelier d'Allemagne, il a placé cette thématique de la migration aussi en tête de ses priorités, puisqu'il ne veut faire alliance qu'avec un partenaire ou des partenaires qui sont prêts à changer radicalement de politique en matière d'immigration et d'économie. C'est ce qu'il a déclaré à la fin de la campagne. Merci beaucoup Stefan Seidendorf. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Voilà, au cas où vous auriez manqué l'information, ce 23 février, les électeurs allemands étaient donc appelés aux urnes pour des législatives anticipées. Pour ce scrutin, les voix des Allemands, en l'occurrence des jeunes issus de la diaspora africaine, comptent aussi. Alors, quel regard ces jeunes portent-ils sur la vie sociopolitique en Allemagne et précisément sur le processus électoral dans le pays? Eh bien, nous avons rencontré dans le cadre d'une tournée à travers l'Allemagne des jeunes afro-allemands et allemandes pour recueillir leurs avis sur les thèmes qui ont dominé la campagne électorale, des thèmes comme l'immigration justement. Le résumé de leurs propos avec Aurélio Kobakin. Je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans, je travaille ici à Francfort et je suis community manager d'Adan ici à Francfort. Sophie Ozen Akibi fait partie des plus d'1 million de personnes d'origine africaine qui vivent en Allemagne. Elle est très active au sein de Adan, le réseau académique afro-allemand, une initiative de jeunes étudiants de la diaspora africaine qui veut rendre visible la diversité dans la société allemande. Pour Sophie, les élections de ce dimanche sont une nécessité,
même si elle évoque quelques appréhensions. J'espère qu'il n'y aura pas plus de radicalisation, que nous ne nous rapprocherons pas de l'extrême droite en ce qui concerne notre politique. C'est mon grand espoir. Sophia a déjà voté par correspondance pour la démocratie et pour l'avenir et insiste qu'il est très important d'expliquer à tous comment voter, quelles sont les possibilités. Fourata Abdoulaye est elle aussi membre de ADAN. Comme Sophie, elle vit et travaille à Francfort. Et alors que la campagne électorale a beaucoup tourné autour des questions de l'immigration, pour Fourat, il est important de ne pas détourner le débat. Les défis consistent justement à réorienter le discours sur les choses qui sont importantes en politique et dans la société, qui préoccupent vraiment les gens, et pas des faux débats qui sont menés au détriment des personnes marginalisées. Et je pense que ces défis ne peuvent être relevés que s'il y a aussi la volonté de ceux qui sont au pouvoir ou qui devraient arriver au pouvoir. Selon Fourat, il faut aussi une meilleure communication qui permette d'orienter la politique vers les gens et qui n'attise pas la peur ou la méfiance envers autrui. Également issu de la diaspora africaine, Richmond Boakier insiste aussi sur cet aspect. Nous devrions veiller à parler des autres thèmes importants que nous avons dans le pays, qu'il s'agisse de logements abordables, de la retraite, de comment pouvons-nous nous assurer que les jeunes aient aussi une perspective et de ne pas tout mettre dans le débat sur la migration. Pour ces jeunes afro-descendants, il est important que la politique allemande soit plus inclusive à l'issue des élections législatives de ce dimanche. Alors on saura dans les prochains jours la forme que prendra le gouvernement allemand avec le jeu des alliances dans les prochains jours, dans les prochaines semaines d'ailleurs. Mais dans l'immédiat, on va rejoindre Tina Gerhäuser, correspondante au studio parlementaire de l'ADW à Berlin. Bon. Non, avant de rejoindre Tina Gerhäuser, on a écouté la parole des jeunes Allemands issus de la diaspora africaine et on va maintenant écouter ce que disait il y a quelques jours au sujet de la vie sociopolitique en Allemagne et de la question de l'immigration dont il a beaucoup été question durant ce processus électoral. Le député Armand Zorn, il est candidat du Parti social-démocrate SPD à Francfort-sur-le-Main. Il est allemand d'origine camerounaise. On l'écoute et on retrouve juste après Tina. Quand on regarde un peu la situation en Allemagne maintenant, on se rend compte qu'on est en train de payer les prix pour les investissements qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. Quand vous voyez l'infrastructure, quand on voyait les écoles, quand on voyait l'économie, quand on voyait le numérique, l'Allemagne, pendant ces derniers 10 et 15 ans, n'a vraiment pas beaucoup investi. Donc c'est pour ça que maintenant, il est vraiment nécessaire de faire plus. Et je pense que après les élections, la priorité doit être mise sur l'investissement. Vous parlez beaucoup d'économie, d'investissement. Quelle place occupe l'Afrique dans votre programme, en sachant que vous-même, vous êtes issu de l'immigration? L'Allemagne est intéressée avec un partenariat, mais je pense qu'il est très important qu'on redéfinisse ce partenariat. Le partenariat doit être sur une base mutuelle. Donc je pense que c'est cette forme de partenariat que nous sommes en train de chercher, avoir un peu une entente mutuelle bénéficiaire pour tous les partis. Qu'est-ce que vous pensez du climat actuel en ce moment en Allemagne? On voit de plus en plus une montée des extrêmes. Quel est votre point de vue sur cette question? Le climat, il est super tendu en ce moment. Je pense qu'il est très important qu'à chaque fois qu'on parle de l'immigration, je pense que nous devons toujours dire que l'Allemagne est un pays ouvert à l'immigration. Nous avons tous profiter de l'immigration. Nous sommes dans une ville de Francfort qui est devenue riche et qui a profité de beaucoup d'immigrés qui sont venus ici, qui ont travaillé ici et qui ont aidé à bâtir cette ville. Et c'est à peu près la même chose partout en Allemagne. La clé pour l'intégration, c'est la langue et le travail. Pour en revenir à la politique, ça fait plusieurs années que vous êtes engagé en politique ici en Allemagne. On a vu ces derniers temps au Bundestag un rapprochement, je mets des guillemets, entre la CDU et l'AfD pour essayer de faire passer un test. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? C'est une situation très dangereuse et qui sera très déterminante pour le futur de l'Allemagne, parce que les partis politiques sont poussés à travailler ensemble. Nous avons plutôt des gouvernements de consensus, nous avons plutôt des compromis qui sont trouvés entre les différents partis politiques. Et je pense que ça a été l'un des facteurs stabilisateurs pour l'Allemagne. Mais je veux finir par dire qu'ici en Allemagne, je pense qu'il y a une société civile qui est très forte. Et je pense qu'au final, cette société civile est en train de se relever et va faire en sorte qu'un certain rapprochement entre la droite et l'extrême droite ne sera pas possible. Et voilà, c'est maintenant qu'on rejoint Tina Gerhäuser, notre correspondante au studio parlementaire de la DW à Berlin. Bonsoir Tina. Bonsoir Tina. Oui. Alors, vous avez suivi les premières réactions dans les QG des partis en lice pour les élections. Quelle est l'ambiance dans le Berlin politique ? Vous allez trouver de la joie, vous allez trouver de la déception et vous allez surtout trouver beaucoup de points d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas encore le futur gouvernement. On sait
que le chancelier sera Friedrich Merz. En tout cas, c'est la conviction de son parti, l'Union des chrétiennes démocrates, qui sont le parti le plus fort et qui revendique donc ce poste-là. Ça, c'est le côté joie. Encore un peu plus de joie exprimée. On a trouvé avec un résultat historique déjà du côté de l'extrême droite. La candidate, elle a encore une fois répété qu'elle était ouverte à former une coalition avec l'Union des conservateurs. Et on a vu beaucoup de déceptions du côté des sociaux-démocrates. C'est la défaite historique, dit le parti, une soirée amère. Et ils pensent avoir perdu cette élection pendant les 2 dernières années, donc pas pendant les 2 dernières semaines. Donc ils pensent que c'est le résultat de la coalition Feu Tricolore qui les a mis à cette position. Après, on a vu beaucoup de joie du côté de l'extrême gauche, pleine de reconnaissance, disait le membre du parti, et c'était juste de mettre l'accent sur les thèmes sociaux. Et on a vu aussi chez les libéraux qui ne savent toujours pas s'ils vont passer la barre de 5%, qui sont là à hésiter, est-ce qu'ils vont être au Bundestag ou pas, et ils ont répété qu'eux, ils ne sont pas prêts à former une coalition avec les Verts. Donc ça, tout ça, c'est la grande question, c'est qui est-ce qui peut former un gouvernement, une coalition? Et justement, Tina, très rapidement, que va-t-il se passer les prochains jours, semaines et mois à venir? Il y a plusieurs options. C'est clair que probablement le candidat à la chancellerie des conservateurs, Friedrich Merz, doit trouver une solution. Pour l'instant, il suffira de faire une coalition à 2 avec les sociaux-démocrates. Ça serait la façon la plus rapide, la plus stable, peut-être aussi. Mais si jamais les libéraux vont dépasser la barre, ce serait nécessaire de faire une coalition à 3, et ça c'est plus instable et aussi plus difficile à faire, et on sait qu'il y a une grande urgence internationale qui pèse sur l'Allemagne vu la situation dans les relations transatlantiques, donc il y a beaucoup de pression, et il y a une partie de la population qui espère aussi que cette décision sera prise tôt. Mais on peut aussi imaginer que ça dure pendant quelques semaines, même jusqu'à mi-avril ou fin avril. Merci beaucoup, Tina. On fait une courte pause musicale et on revient juste après. Il est 18h32, 17h32 en temps universel. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez la DW. Nous sommes en édition spéciale consacrée aux législatives anticipées en Allemagne. Et c'est l'occasion pour nous de parler aussi des relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Et oui, dans la première partie de cette édition, vous avez pu entendre des Allemands d'origine africaine. Où en est justement la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique sur le plan politique, économique ou encore culturel? Constance Fischer est toujours avec nous en studio pour évoquer ces sujets. Constance. Effectivement, les grandes orientations de la politique africaine de l'Allemagne ont été définies dans un document publié 1 mois à peu près avant les élections par le gouvernement d'Olaf Scholz, un document dont l'élément central est le respect mutuel. L'Allemagne veut ainsi poursuivre et renforcer son travail de mémoire sur les crimes de la colonisation, notamment en ce qui concerne la restitution des biens culturels et des restes humains, la réconciliation avec la Namibie notamment, qui continue de réclamer des réparations pour le génocide des Herero et Nama, figure parmi les priorités de Berlin. À ce propos, Andreas Miller, directeur du Centre africain pour la recherche transnationale à l'université de Fribourg, regrette que la Namibie soit le seul pays cité dans le document. Je regrette de ne pas voir les autres anciennes colonies allemandes aux côtés de la Namibie, au moins les pays de l'Afrique orientale allemande. En Tanzanie, on voit que des discussions ont déjà lieu, donc il me semble que ces lignes directrices constituent un recul par rapport à ce qu'il se passe déjà. Quant au Cameroun, je crois qu'il est aussi incontestable qu'il y a eu un passé sanglant qu'on aurait pu aussi mentionner.
Pour ce qui est du plan politique, les lignes directrices évoquent l'importance d'accorder 2 sièges permanents pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le bloc africain ne dispose actuellement que de 3 sièges non permanents renouvelés tous les 2 ans. Pourtant, considérer les pays africains et leur rôle dans la résolution des conflits est devenu une nécessité. C'est ce que dit le député social-démocrate Nils Schmidt. La guerre de la Russie contre l'Ukraine, la guerre à Gaza ont montré clairement que la politique étrangère ne peut plus être aujourd'hui la seule affaire des Européens et des Américains, mais que nous devons prendre en compte les perspectives des autres parties du monde et donc aussi de l'Afrique. Le soutien aux sociétés civiles des pays africains, de même que le maintien d'un dialogue ouvert avec les pays à tendance autocratique, figure également dans le document d'orientation qui place en tête de ses priorités des défis globaux comme le changement climatique. C'est d'ailleurs un point qui pourrait changer selon la coalition qui sortira de ces élections anticipées, alors que le gouvernement sortant a placé la protection du climat tout en haut de l'agenda des relations avec l'Afrique. Les conservateurs entendent remettre la sécurité et la stabilité en tête des priorités, comme c'était le cas d'ailleurs dans le précédent document d'orientation datant de 2019. Alors Constance, les relations économiques, Constance, sont un autre volet de la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique. Et là aussi, il s'agit de respect mutuel. Oui, alors que le document d'orientation évoque un renforcement des relations commerciales et l'importance de nouer des partenariats équitables qui soutiennent la transition énergétique, Abdul Rafiou Yacoubou plaide pour que la coopération économique entre des pays européens comme l'Allemagne et des pays africains soit gagnant-gagnant. Il coordonne les projets au sein de Move Global. C'est une organisation basée à Berlin et qui axe ses actions sur le soutien aux membres de la diaspora africaine. Il faut une politique de coopération égale. Donc de voir une coopération où il y a toujours des deux côtés win-win. Parce que l'Afrique a beaucoup de potentialités. Les ressources sont là, les matières premières sont là. Que ce soit le problème de l'énergie actuellement, ce qui est un thème au niveau de l'Europe ou bien au niveau de l'Allemagne avec la crise en Ukraine. L'Afrique a des potentialités. Que ce soit l'énergie renouvelable et tout ça, nous avons le soleil, nous avons tous. Il y a aussi, n'oublions pas aussi, les main-d'œuvre qualifiées que l'Afrique a. N'oublions pas aussi sa superficie. Abdul Rafiou Yacoubou qui souhaite en particulier que l'exploitation des ressources profite davantage aux pays dont elles sont issues, comme par exemple la République démocratique du Congo. Heiko Szymanowski, chef d'unité pour l'Afrique subsaharienne à la Chambre de commerce allemande à Berlin, a pour sa part des idées concrètes pour développer les relations avec les pays africains, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture. L'économiste allemand souhaite que les entreprises allemandes osent davantage s'ouvrir au continent africain pour se diversifier sur le long terme. Et il lance ainsi un appel au futur gouvernement allemand. Was wir uns ganz konkret wünschen, ist, dass auch die deutsche Entwicklungspolitik. Ce que nous souhaitons très concrètement, c'est que la politique de développement allemande s'ouvre encore plus aux préoccupations économiques. Nous comptons beaucoup sur le fait que les priorités convenues avec les pays africains soient également examinées pour voir si elles n'offrent pas plus de potentiel pour le commerce, pour plus d'investissements. C'est aussi dans l'intérêt des habitants des pays africains. Nous misons avant tout sur les investissements allemands et nous serions heureux de pouvoir accorder nos violons avec la politique de développement allemande. Gerade auch mit der deutschen Entwicklungspolitik an einem Strang ziehen könnten. Merci Constance. Alors, politique de développement allemande, justement, entre certains pays comme le Bénin et l'Allemagne, la coopération s'illustre depuis plusieurs décennies à travers divers projets qui touchent des secteurs clés du développement, de la gouvernance à l'éducation, en passant par l'environnement et le développement économique. L'Allemagne accompagne le Bénin dans sa quête de progrès. Oui, mais c'est surtout dans le domaine de la santé que cette coopération a récemment pris une dimension stratégique avec la mise en place d'un laboratoire de référence pour le diagnostic et la surveillance des fièvre hémorragique virale. Plus de détails avec notre correspondant au Bénin, Rodrigue Guézodji. Entre l'Allemagne et le Bénin, c'est une histoire de partenariat de longue date, fondée sur la confiance et des engagements mutuels en faveur du développement. Depuis plusieurs décennies, la coopération allemande accompagne le Bénin dans des secteurs clés. André Rhone, directeur résident de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Premièrement, c'est la paix et la cohésion sociale, notamment par des projets en digitalisation ainsi qu'en décentralisation fiscale, c'est-à-dire appui aux finances publiques et leur gestion.
Deuxièmement, par rapport au développement économique durable, y compris la création des emplois et la formation professionnelle, et aussi d'autres programmes qui sont un peu à part. La coopération allemande, à travers la GIZ, soutient donc plusieurs initiatives, dont celle visant à renforcer les capacités du Bénin en matière de gestion des risques sanitaires. C'est dans ce cadre qu'a été mis en place un centre de référence dédié à la détection et à l'analyse des virus hautement pathogènes. Nous sommes ici au laboratoire des fièvres hémorragiques virales du Bénin. Ce centre, situé dans l'un des quartiers périphériques de la capitale économique du Bénin, est dirigé par le docteur Ange Yadouleton. Un laboratoire qui est sous le contrôle du ministre de la Santé et supporté par le gouvernement allemand, où tous les échantillons suspects fièvre hémorragique et arbovirus sont reçus et traités, et les résultats sont donnés directement au ministre de la Santé pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter soit une contamination ou soit que la maladie se propage dans le pays. Les avancées de ce laboratoire sont saluées au niveau national et international. Et chaque année, depuis sa création, plusieurs délégations allemandes viennent visiter les installations du centre. Récemment, à la tête du groupe parlementaire pour les États de l'Afrique de l'Ouest de l'Assemblée fédérale allemande, le Bundestag, Karamba Diaby a vu en ce centre un atout majeur pour la sous-région. Le centre ici est un centre très important pour la sous-région et on nous a informé aussi que les résultats qui sortent alors de ces tests ici, donc on les communique sur le plan international. Grâce à cette coopération, le Bénin a ainsi renforcé son dispositif de surveillance épidémiologique, devenant un acteur clé dans la détection des maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest. Rodrigue Guézodje à Cotonou pour la Deutsche Welle. Et je rappelle que nos reportages et articles sur la coopération entre l'Allemagne et les pays africains sont à retrouver sur notre site internet DW Afrique. Alors, quelle orientation pour la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique durant les 4 prochaines années? À présent que de nouveaux dirigeants se profilent à la tête de l'État fédéral, eh bien, nous ne tarderons pas à le savoir. DW. Le monde à votre portée. Et il est 17h41 en temps universel, 18h41 en Allemagne. L'Allemagne, ce 23 février 2025, était donc jour d'élection, des législatives anticipées dont les premières tendances sont plus ou moins déjà connues. Selon alors maintenant des chiffres de ZDF, la deuxième chaîne allemande, légère différence par rapport aux projections de l'ARD, puisque la CDU-CSU aurait 28,7%, l'AfD 19,8%. C'est le SPD qui serait à 16,4% et surtout les Verts qui descendraient à 12,3%. Ils étaient crédités de 13,5% chez les confrères de l'ARD. Ce qui est pour l'instant sûr aussi, c'est que Die Linke, le parti de la gauche radicale, entrerait au Parlement avec 8,9% et le FDP et le BSW, donc les deux petits partis libéral et d'extrême gauche, seraient pas sûrs d'entrer au Parlement. On précise par ailleurs que le scrutin s'est déroulé entre autres sur fond de récession économique et de menaces de guerre commerciale avec Washington. On rappelle aussi que plus de 59 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour doter la première puissance économique européenne d'un nouveau Parlement pour les 4 prochaines années en raison du système parlementaire allemand. Eh bien, pourrait se passer des semaines, voire des mois avant qu'un nouveau gouvernement ne voie le jour. La formation d'une coalition risque de s'avérer difficile, même si Merz veut un gouvernement aussi vite que possible face aux défis internationaux. C'est ce qu'il vient de déclarer. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est que le nouveau Bundestag commencera ses travaux au plus tard le 25 mars, tel que prévu par l'article 39 de la loi fondamentale. La séance constitutive marque le début de la nouvelle législature. Je rappelle aussi que pour ces législatives, les députés désignés ce dimanche disposent d'un mandat de 4 ans. Leur première action de poids sera d'élire le futur chancelier, donc l'équivalent du chef du gouvernement. En règle générale, c'est le chef de file du parti qui recueille le plus de voix. Ça sera donc probablement Friedrich Merz. Et en Allemagne, le président n'a qu'une fonction symbolique. Ce sont donc les élections législatives qui déterminent réellement la politique du pays, d'où leur importance. Rappel des principales informations de cette édition spéciale élections allemandes. Les conservateurs de la CDU-CSU arrivent largement en tête des législatives anticipées de ce 23 février en Allemagne. Le chef de file Friedrich Merz, qui sera, sauf surprise, le prochain chancelier, a annoncé qu'il allait se mettre rapidement au travail pour former un gouvernement. Le chancelier Olaf Scholz a lui concédé sa défaite. Son parti, le SPD, dégringole à 16%, derrière l'AfD, le parti d'extrême droite qui, lui, double pratiquement son score. Et les Allemands sont allés massivement voter ce dimanche. La participation oscille entre 83
83,84%, un record depuis la réunification du pays en 1990. Et toutes les informations sur ce processus électoral sont bien sûr à retrouver sur notre site internet DW Français. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte en musique comme toujours. Ce soir, c'est avec Niemals geht man so ganz. Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt, mit dem Wind wie Blätter wehen. Sing mein Fernwehlied, den die Straße zieht. Es riecht nach Teer, nach Salz und Meer. Wer sein Bündel schnürt, ist vom Wind verführt. Jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen. Man lässt vieles hier, Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen, so ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Wenn es auch noch so sticht, stutzt die Flügel nicht. Dem Freund, der die Weite liebt. Einem Vagabund macht das Herz nicht wund. Flieg ein Stück mit auf dem Weg. Doch dann lass mich los, sieh, die Welt ist groß. Ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz